Donc, bonjour. Donc, je m'appelle, comme Brice l'a dit, Carl Gojak. Je viens de la division technique de l'INSU. Je suis sur le site de la Seine-sur-Mer. Donc, la division technique de l'INSU, c'est une UAR, une unité d'appui à la recherche, pardon, ça a changé, donc c'est une UTS, qui est composée que d'ITA. Donc, on est 60 ITA répartis sur 3 sites. Brest, Meudon encore pendant quelques mois. Il y a un transfert à sur Yvette, on y sera plus. Et la Seine-sur-Mer. Donc, que des ITA, pas de chercheurs dans l'unité. Mais par contre, on travaille sur demande de soutien pour les scientifiques de l'INSU. Donc, chaque année, il y a un appel à un projet qui est ouvert, enfin un appel d'offres, et les scientifiques déposent leurs demandes qu'on évalue techniquement et qui sont aussi évaluées par les commissions scientifiques ad hoc et qui décident d'attribuer ou non des ressources au projet en fonction de leurs paramètres propres à chaque CS. Donc voilà, donc pour ce projet, donc moi je vais vous faire un retour d'expérience sur un produit, une électronique sur étagère, compatible avec de l'informatique, enfin du soft open source, qu'on a utilisé pour le développement d'un instrument qui s'appelle Biodacimil. Donc c'est la demande d'un chercheur de l'Institut méditerranéen d'océanographie, M. Dominique Lefebvre, qui est biochimiste. Donc, je crois pas, j'ai bien compris le truc. Donc, Iodacimide, c'est quoi? Ioda, c'est pour In situ oxygène dynamique autosampler, hein, donc, c'est un système qui mesure la dynamique de l'oxygène dissous dans le milieu. Donc, la dynamique biologique de l'oxygène se compose de deux processus principaux. La photosynthèse, lorsqu'on est dans la zone épipélagique, c'est-à-dire entre 0 et 200 mètres, quand on a encore de la lumière, et la reminéralisation de la matière organique. Cette fois-ci, c'est un phénomène qui se fait sur toute la colonne d'eau, quand il y a de l'eau et de la matière, ça marche. Et voilà, donc cette colonne d'eau consomme de l'oxygène. Donc je vais juste quitter la présentation pour passer sur un PDF 3D pour vous montrer un peu mieux on a du temps. J'avais pas vu au départ que j'avais une minute. Sortir du plan d'écran. Désolé, c'est l'effet démo. C'est magnifique. Voilà, donc, alors, hop, attendez, il faut juste que j'active. Donc, en fait, le principe de mesure, c'est de venir piéger un échantillon d'eau, donc dans la colonne d'eau. Donc, en fait, on a une cuve, hein, c'est la partie que vous voyez. Donc, je vais juste tourner. C'est la partie que vous voyez ici. On a une cuve, on a un moteur qui se trouve ici. Tac. Donc, si je veux, on peut même, s'il est d'accord, on va virer le tube. J'ai tout masqué. Dommage. J'ai fait une bêtise. Je vais revenir en arrière. Désolé. Hop, hop, hop. Je raffiche toutes les pièces. Bon, on verra ça plus tard. Donc, sur le principe, on a un moteur qui fait tourner toute une série d'engrenages ici et qui vient faire translater un chariot ici qui active en fait deux bras. Donc en fait, on a les plateaux qui viennent s'ouvrir complètement. On renouvelle, on prend un échantillon d'eau, donc on laisse ouvert pendant 1 heure. L'eau circule et on referme à une vitesse très très faible pour perturber le moins possible l'échantillon d'eau qu'on vient récupérer.
Et ensuite, l'instrument commence à mesurer. En fait, on va mesurer la concentration d'oxygène dissous à l'intérieur de la cuve avec un capteur qui est une optode de chez Andera, qui est à l'intérieur de la cuve. Et on mesure aussi, voilà, c'est pas la bonne version. Et on a aussi une optode extérieure qui mesure l'oxygène du milieu, du coup, et aussi un capteur de lumière qu'on installe quand on est dans la zone épipélagique, donc entre 0 et 400 mètres. De toute façon, le capteur, il ne peut pas aller plus bas, après, il implose. Donc, c'est bien fait. Et il n'y a pas de lumière, donc tout va bien. Donc, voilà. Donc, pour faire fonctionner cet instrument, donc, alors, du coup, cet instrument, comme il est censé mesurer l'oxygène dissous, et voir l'impact de la lumière sur l'échantillon, donc l'instrument est le plus transparent possible. Donc, on a une cuve qui est transparente, qui est en borosilicate, et toute la structure de l'instrument est en polycarbonate. Donc, en fait, sur ce projet, le gros problème, c'était, là où on a vraiment dû bosser fort, quoi, qui nous a pris du temps, c'est vraiment la partie matériaux, parce que la cuve, on est obligé de la faire en verre, parce que c'est le seul matériau qui ne va pas piéger, qui est transparent, et qui ne va pas piéger d'oxygène. Les premiers protos, donc le scientifique était parti sur des cubes en polycarbonate, génial, sauf que pendant des mois, le polycarbonate rejette de l'oxygène, donc ça vient biaiser la mesure d'oxygène. Alors, à moins de le laisser pendant 10 ans au fond de l'eau, ce qu'il avait fait en fait, son premier proto était resté 10 ans sur le télescope Antares. Donc c'est vrai que les premiers mois, la mesure était ce qu'elle était, mais rapidement, il a eu des bonnes mesures et c'était vraiment lié au fait que le matériau rejetait de l'oxygène. Donc du coup, il faut une cuve qui s'ouvre et qui se ferme, donc avec la partie cylindrique et des plateaux, donc plats qui sont polis, qui viennent appuyer sur les bords rodés de la cuve. Et donc on a une étanchéité verre-verre avec un échantillon de 5 litres et qui doit tenir à la pression atmosphérique quand on récupère l'instrument, parce que l'instrument est déployé entre 0 et 6 mètres de profondeur. Donc pour l'instant, son record, c'est 2500 mètres. On n'a pas trouvé plus profond pour l'instant à côté de nous. Donc voilà, et quand l'instrument remonte, le scientifique a besoin d'avoir l'échantillon d'eau pour faire une dernière mesure, un étalonnage en labo de la mesure, donc la mesure d'oxygène dissous. Donc c'est pour ça qu'on récupère l'échantillon et on a un petit bouchon ici qui nous permet d'ouvrir et de récupérer l'échantillon sans ajouter d'oxygène dedans. Donc tout ce mécanisme, donc après, donc en termes de matériaux, on a le polycarbonate qui tient très bien dans l'eau. On a un moteur qui doit tenir entre 0 et 6 mm de profondeur. Donc on est parti sur de l'équipression. Donc c'est un tube c'est un caisson en polycarbonate qu'on a designé avec un moteur pas à pas équipé d'un réducteur pour avoir le plus de couple possible. Là, on cherche pas la vitesse, on cherche vraiment à avoir du couple sur les plateaux et se fermer tout doucement sans perturber l'échantillon, mais tout en pouvant être dans un environnement perturbé à 50 ou 100 mètres de profondeur où là, on va avoir des courants assez rapides en surface. Et après, tout ce qui est métallique, notamment le support du capteur qui est ici, où là, en fait, on n'a pas le droit, pour l'étanchéité, vraiment, on peut pas mettre de joints, quoi. On n'a pas le droit de mettre des joints en caoutchouc, quoi que ce soit, vu qu'on va venir piéger de l'oxygène et perturber la mesure. Donc, on est sur des matériaux, donc là, on est sur du titane, avec des ajustements, où les joints sont vraiment cachés avec des ajustements très serrés pour pas qu'il y ait de contact. Donc voilà, donc le gros problème, pas de problème, mais on a beaucoup travaillé sur les matériaux. Voilà. Donc ici, l'instrument, en fait, c'est la partie vraiment qui est transparente. Là, dans cette bûche CAO, il est monté sur son support qui permet de le gréer sur des mouillages. Donc ligne dérivante ou mouillage profond par l'océano. Et derrière, on a deux caissons en titane, un pour les batteries et un pour l'électronique. Ça, c'est la présentation de l'instrument avec la problématique, je dirais. Hop, je repars. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, il y a un laser. Un peu de laser. Bon, non, non, mais je suis même pas sûr que j'en ai besoin. Il marche comment? Tu appuies sur le ballon. Ouais.
Donc, voilà, donc l'instrument que je vous ai montré, là, dans un mode déploiement avec sa cage de protection. Donc là, c'est la version fermée, et ici, vous avez la version ouverte. Donc, sur le principe de mesure, vous voyez ici une acquisition sur une semaine, hein, on avait fait en baie de Marseille, à une vingtaine de mètres de profondeur, où on voit ici donc le taux d'oxygène, hein, en micromol, et ici l'éclairage, donc la lumière, enregistrée par le capteur, par le phare. Et en fait, on voit très bien que l'oxygène, notamment sur ce cycle-là, c'est celui qui est plus parlant, on voit bien que pendant la phase où on a de la lumière, on a une création d'oxygène, et bien, pendant la nuit, en fait, on a une consommation de l'oxygène dissous. Et ici, en fait, on va réouvrir la cuve, hein, tous les matins avant le lever du soleil, on ouvre la cuve pour changer d'échantillon, et on voit des sauts, parce qu'en fait, dans les masses d'eau, entre-temps, on changeait. Donc, il y a des courants de surface, tout ça, on fait que on a amené de l'eau avec une concentration en oxygène dissous qui est plus élevée ou plus basse en fonction de l'environnement. Donc, c'est important que, du coup, ce type de capteur est en complément vraiment des campagnes océanographiques. Il y a besoin d'être environné pour avoir le courant, la vitesse, la conductivité, température, pression, enfin tous ces paramètres biochimiques du milieu. Tout ça pour aller où? Donc là, une mise en situation. Hein, donc voilà, on voit l'instrument justement en baie de Marseille, c'était le site de mesure qu'on voyait tout à l'heure. Donc installé à 20 mètres de profondeur, avec ici son capteur de lumière qui est là, et puis l'octode à l'intérieur, l'octode extérieur. Donc ici, c'était lors d'un déploiement sur ligne de mouillage dérivante. Et comme je disais tout à l'heure, l'ancien record, aujourd'hui, c'est 2 mois à 2500 mètres de profondeur, qui nous a permis de vérifier, enfin, de valider le fonctionnement en pression, la tenue des matériaux, et aussi l'autonomie des piles, parce que là, on va en reparler. Donc, concernant l'électronique, ben, en fait, on est parti sur un système sur étagère de la société Acme Systems. C'est une carte processeur qui s'appelle Fox G20, qui, au moment où on a fait ce déploiement, en fait, donc moi, j'ai un service je dirige, le responsable d'un service il y a 6 agents avec aujourd'hui des compétences en mécanique, électronique, instrumentation, conduite de projet, conduite de projet. Et sauf qu'à l'époque du développement, là, on était en pénurie d'électroniciens. Donc, donc on a cherché quelque chose de simple et efficace, et on a trouvé ça, donc une société italienne, Acme Systems. Donc une carte processeur avec un SOM dessus, et qui tombe sous Linux, hein, voilà, tout simplement. Ils fournissent ce qu'il faut pour mettre sur la micro SD, et surtout ben, des petites cartes interface qui permettent donc il y a tout, quoi. Il y a des cartes relais, cartes conversion analogique numérique, et des cartes interface RS232 et carte moteur. Donc c'était tout dispo sur étagère, et avec ben, voilà, tout ce qu'il fallait. Donc on a fait une impression 3D pour faire un support électronique. On a monté nos cartes, on a câblé. Donc chaque carte interface est reliée à ce petit boîtier où il y a 8 connecteurs, et c'est parti. Donc l'intérêt, c'est on a un vrai OS, hein, un vrai système d'exploitation. Donc on a développé une IHN en version web client. Hein. Donc en fait, on utilise la carte réseau, la partie réseau de la carte. Donc on se connecte sur l'adresse IP de la carte, et l'utilisateur tombe sur cette IHN qui permet de venir paramétrer tout l'instrument pour le déploiement. Donc dire combien de cycles à partir de telle heure, en fonction si on est en surface ou au fond, voilà. Et à la fin du déploiement, donc on a aussi une estimation de la durée, enfin depuis quand il est démarré, et une estimation de l'autonomie des batteries en fonction des paramètres de configuration. Ici, on retrouve les 3 capteurs, hein, les capteurs d'oxygène, capteurs de lumière, et puis ça, c'est le nombre de déploiements qu'il a au compteur. Et après le déploiement, le scientifique récupère l'instrument, branche son PC dessus, avec la bonne adresse, il attaque avec le navigateur, et il upload ses données. Donc c'était l'intérêt de cette carte. Donc la société, donc, c'est une société italienne qui a été fondée par 2 ingénieurs. Elle développe surtout des systèmes embarqués pour les applications industrielles, réseau, informatique et réseau, pardon, qui nécessitent un faible encombrement, une faible consommation d'énergie, et une disponibilité à long terme. Donc tous les produits sont conçus pour être utilisés
avec les outils open source, hein, donc GNU Linux, GNU C++, Python, Java et plus. Et ils sont partenaires officiels des sociétés Atmel et Microchip depuis 2012. Donc nous, donc les systèmes qu'ils proposent, c'est ça. Donc nous, on utilise une Fox G20, hein, qui est une single board computer, sur laquelle donc le système est vendu tel quel. Donc on a un somme qui est ici, qui est plugué sur cette carte. Donc pour nous, c'est vraiment plug and play avec justement toutes les petites cartes interfaces qui sont disponibles. Et ils commercialisent aussi des sommes, donc des systèmes en module, hein. Donc notamment le Roadrunner qu'on vise. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc un SOM, c'est un module, c'est équivalent à un ordinateur, sauf que il n'y a pas de connectique, il n'y a rien, il n'y a pas d'interfaçage. Euh, ils, alors ils vendent une carte de développement qui permet de faire beaucoup de choses et qui, dans notre cas, est trop grande. Donc on vend aussi et surtout qui intègre des fonctions dont on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, en fait, sur cet instrument, ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer la consommation. Il marche très bien, c'est génial. Sauf que en mode autonome, sur une ligne de mouillage, c'est 3 mois d'énergie, d'utilisation, sachant qu'on est plutôt sur des mouillages qu'on déploie pendant une année. Donc on va pas non plus multiplier par 4 le volume des batteries et le coût. Surtout, on est sur des batteries lithium primaire, sur des piles au lithium primaire, donc voilà. Donc d'où le besoin en fait de monter ce SOM sur une carte porteuse, hein, sur l'application. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est le futur. Nous, pour Yoda, à partir de janvier, on va travailler sur faire une carte vraiment dédiée à Yoda avec le SOM qui est ici, le Roadrunner. Donc là, j'ai juste un petit tableau. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous lire tout le tableau. C'est juste que ici, donc, ce qu'on retient, c'est que le Roadrunner qu'on veut utiliser par rapport à la carte Fox G20, c'est déjà un processeur qui est un peu plus rapide. C'est surtout plus de mémoire et de la mémoire plus rapide. En termes d'encombrement, on est sur une carte qui fait 40 par 30, alors qu'avant, on était... Bon, ça, c'est pas... Il faut qu'on fasse une carte qui va dessus, mais la carte de développement qui vendent, elle fait 100 par 100, donc nous, ça nous convient absolument pas. Les tubes qu'on utilise, les tubes en titane font 80 mm intérieur. Si on augmente les tubes en titane, un tube en titane de 80 mm, c'est 5 000 € déjà. Donc oui, juste pour la petite histoire, toute l'électronique que je vous ai montrée, c'est 200 €. L'instrument, c'est 40 000. Donc le problème, c'était pas un problème de budget, c'est que vraiment c'était de ressources et d'avoir un truc rapide et fiable, vu qu'en fait, en vrai, on avait déjà un peu utilisé ce système. Donc voilà, donc l'encombrement, ça, on va gérer. Mais alors, ce qui est important, c'est ici, c'est la consommation. Donc la carte actuelle, hein, qu'on utilise, elle consomme 94 mAh en 80-100%, 60%, 60 mAh quand elle fait rien et 56 quand elle est en stand-by mode. Sauf que cet instrument-là, on n'est pas souvent en stand-by vu qu'il fait une acquisition toutes les 3 minutes. Donc, et que là, avec cette carte, le temps de ressortir du sommeil, ça coûte plus cher en énergie que d'aller se reposer, enfin d'aller faire des économies. Alors que la nouvelle carte, elle a un mode ultra power mode avec un retour à la vie en 160 millisecondes. Donc là, du coup, ça devient intéressant et on consomme que 5,3 mAh pardon, 17 milliwatts pendant qu'on dort et 140 mAh alors 140 mAh, attention, hein, c'est avec la carte du kit de développement qui intègre des fonctionnalités dont on n'a pas besoin et qu'on va nettoyer, donc on consommera moins. Et puis, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce magnifique tableau qui est visible. Donc voilà, donc nous ce qu'on en retient de l'utilisation, c'est que ben, ces produits sont super pour faire du prototypage rapide, hein, avec des cartes fiables et bas coût. Il y a beaucoup de documentation sur le site du fabricant. Il y a beaucoup, tous les logiciels, les pilotes sont fournis. Ils fournissent même l'image micro SD pour le Linux, pour le système d'exploitation. Un support réactif et sérieux, disponibilité en termes, et voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que la fameuse carte qu'on utilise pour le Yoda actuellement, elle est en fin de vie, elle n'est plus commercialisée depuis 2019.
Donc c'est pour ça aussi qu'on passe sur un autre système. Donc là, je vous ai mis, quand vous aurez accès à la présentation, il y a quelques liens. Et je voulais aussi vous parler, en fait, que cette carte, avant de l'utiliser sur Yoda, on l'avait utilisée dans un autre système. Parce que dans mon service, on est surtout impliqué sur les observatoires fond de mer. Donc Yoda, c'était vraiment un projet en tâche de fond qu'on a fait, sur lequel on a pu beaucoup avancer grâce au confinement, au final. Parce qu'on a dû suspendre toutes nos activités sur les observatoires fond de mer. On était vraiment prêts à partir installer des choses, le bateau qui était programmé et tout. Et là, on a dit, stop. Donc, on s'est rabattu sur de la R&D et donc, du coup, on a ressorti le petit Yoda et on l'a fini cette année et on doit en fabriquer deux autres pour une campagne océanographique mi 2023. Donc, on travaille sur l'observatoire KM3net EMSO, qui est au large de Toulon, à 40 km des côtes, par 2500 mètres de profondeur et qui est dédié à la détection des neutrinos. Donc ça, c'est la thématique du Centre de physique des particules de Marseille. Et aussi à l'océanographie physico-chimique, la biologie marine, la sismologie et la R&D en technologie sous-marine en général. Donc, dans la première phase de ce projet, nous, on a construit un système de mesure un peu innovant, quoi. Donc, en fait, on a un module fond de mer que vous voyez à gauche, là, qui s'appelle le M2I. Donc, il est relié à l'infrastructure sous-marine, hein, donc au fameux câble de 40 km, il y a des boîtes de jonction. Et on est connecté donc sur une boîte de jonction avec une liaison fibre optique directe jusqu'à la Terre, donc 1 giga 25 de bande passante, et une alimentation de 500 volts alternative, pardon. Donc, du coup, c'est bien l'Arduino de la puissance, j'aime bien. Où on a des étages bicorps, tout ça, et puis surtout un convertisseur AC-DC, puis après toute une batterie de DC-DC pour avoir toutes les tensions d'alimentation pour les systèmes qui sont implémentés dessus. Donc on a un tube, hein, donc avec toute l'électronique, une liaison de 50 mètres pour venir se brancher sur l'infrastructure. On a tout un set de capteurs océanographiques pour mesurer conductivité, température, pression, oxygène, et j'en oublie, la turbidité. Et surtout, on a un modem acoustique que vous voyez là, hein, qui est en position debout ici. Et ça, c'est la vraie image du module sur le fond. Et à 2 km de là, en fait, on pose une ligne chaque année, la ligne Albatros, qui est une ligne autonome, qui fait 2000 mètres de hauteur, sur laquelle il y a une vingtaine de capteurs océanographiques. Donc à l'intérieur, donc sur la partie centrale, donc il y a deux flotteurs qui tiennent la ligne droite. On a 2 fois 1000 mètres de câbles en acier. Les capteurs sont clampés sur des câbles en acier. Et on a cette fameuse carte de chez Acme System qui est intégrée dans le module gestion, on va dire, et qui permet en fait de venir interroger tous les capteurs qui font leurs mesures en mode autonome et qui stockent leurs données dans la mémoire. Tous les capteurs sont inductifs, donc en fait on utilise des courants porteurs sur la ligne. Donc on vient moduler un courant sur le câble en acier, on vient récupérer les données, donc il y a un enregistrement toutes les demi-heures, et on vient récupérer les données toutes les 12 heures pour créer un fichier journalier dans le PC, le même, hein, celui qu'on a utilisé pour Yoda. C'était la première utilisation, c'était pour cette application-là. Et ensuite, tous les soirs à minuit, depuis la Terre, il y a un script en Python qui vient ouvrir toutes les voies de communication, et notamment la liaison acoustique qui permet de venir récupérer les données qui ont été enregistrées toute la journée et de les avoir disponibles pour les scientifiques et pour envoyer dans les bases de données de manière quotidienne, alors que sinon, de manière générale, le scientifique attend 1 an de récupérer sa ligne et de vider la mémoire de tous les capteurs pour pouvoir avoir ces données et les traiter. Donc là, en plus, on a une triple sauvegarde des données. Les données sont enregistrées dans les capteurs, enregistrées dans le PC et enregistrées à terre. Donc si jamais il y a un des éléments qui meurt, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et donc juste pour vous dire que ça fait 7 ans qu'on utilise cette carte avec mes systèmes. C'est la même, on l'a jamais changé. Et elle tourne 24 heures sur 24 depuis 7 ans. Voilà. Le seul point de vigilance, c'est la pile lithium pour la RTC. Où là, voilà, on la change systématiquement chaque année, chaque maintenance, parce que voilà. Et aussi les cartes micro SD où il faut absolument des cartes micro SD durcies pro, parce que vu le nombre de cycles de lecture-écriture, on a eu des surprises de cartes SD micro SD qui ont. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.